Bonsoir à tous pour ce nouveau café de l'association Tempus Historiae. Je vous rappelle l'association des étudiants en histoire du Mirail, de l'UT2J maintenant. Nous vous proposons un nouvel opus sur lequel on ne pouvait pas passer outre en cette année 2015, Louis XIV, dont on fête évidemment les 300 ans de la fin d'un règne, le plus long de l'histoire de France, un des plus longs de l'histoire d'Europe. Et c'est certain un règne qui aura marqué, je pense, l'histoire de ce pays. Pour ce faire, nous accueillons deux intervenants qui nous ont fait déjà l'honneur d'intervenir. Pour ce qui est d'Agathe, Agathe Hey, donc qui est titulaire d'un master en histoire de l'art à l'UT2J et qui est par ailleurs secrétaire de l'association Mirabiliart et donc qui nous avait proposé un café sur le patrimoine avec sa comparse Adriana Sénard, présidente de cette même association. Elle nous parlera, puisque la thématique sur Louis XIV étant tellement vaste, nous allons nous axer sur un aspect bien particulier qui est la réception de l'Antiquité, c'est-à-dire comment cette période est vue dans les périodes postérieures, comment est-ce qu'elle est réinterprétée, ou comprise, ou utilisée, et je pense que c'est plutôt ce terme-là qui va être adéquat ce soir, dans les périodes postérieures, et notamment par le pouvoir ici. Donc Agathe nous parlera du renouveau de cette Antiquité dans le cadre de Versailles. Et nous accueillons en deuxième volet notre deuxième intervenant, Livia Meneghetti, qui est doctorante également en histoire à l'UT2J, qui a travaillé un moment à la médiation et à la documentation du musée Georges Labitte, que tout Toulousain doit visiter si ce n'est pas fait, puisqu'il possède une collection notamment d'égyptologie assez riche, et où elle travaille toujours justement pour travailler au recollement de ces collections. Elle nous proposera, elle, quelque chose de beaucoup plus spécifique, c'est la manipulation des symboles égyptiens à cette époque-là par le pouvoir royal, en nous donnant un titre très exotique, le roi soleil aux confins du Nil. Je vous rappelle la règle, c'est que nos intervenants nous proposent une intervention la plus complète possible sur cet aspect, et bien évidemment le public est invité, durant l'intervalle entre ces deux pauses et à la fin, à poser toutes les questions qu'il souhaite, puisque l'idée c'est de participer et de vulgariser les débats. Donc je passe sans plus attendre la parole à Agathe pour une première intervention. Donc bonsoir à tous. Merci déjà à l'association Tempus Historiae pour l'invitation. Donc comme l'a dit Arnaud, cette année nous commémorons, nous avons commémoré, puisque 2015 se finit bientôt, le tricentenaire de la mort de Louis XIV. Il m'a donc été donné de vous proposer une petite intervention sur la réception de l'Antiquité. Donc voilà, c'est mon travail de Master 2 et il m'a permis de centrer sur cette période historique foisonnante pour l'art français, mais malheureusement assez dépréciée jusqu'à il y a 5-10 ans. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis septembre, passent différents documentaires à la télévision. Et ceux-ci parlent à la fois de Louis XIV, l'homme, le roi, l'artiste, voire le fin stratège et le grand politique. Il en va de même dans le domaine de la recherche depuis un siècle et demi. Mais réellement, on peut se poser certaines questions. Qu'en est-il de cette propagande dont tout le monde parle? Qu'en est-il de son lien avec Apollon aux prémices de son règne? Qu'en est-il aussi du lien de sa propagande avec l'Antiquité, époque fantasmée depuis la Renaissance? Je vous propose aujourd'hui de plonger dans un pan de la propagande Louis XIVienne, celle liée à l'Apollon solaire, l'essence même de Louis XIV. Diverses questions vont se poser à nous. Quelle est cette propagande autour de l'Apollon solaire? D'où vient cette divinité? Qui est-il? Et quels sont les rapports entre cette propagande et l'Antiquité? Dans un premier temps, nous ferons une remise en contexte assez rapide et puis nous rentrerons dans le vif du sujet avec une seconde partie, la propagande Louis XIVienne autour de l'Apollon solaire, un renouveau antique. Donc premièrement, une petite remise en contexte, une petite définition de certains termes. Alors qu'est-ce que j'entends par Versailles? Il ne m'a pas été donné, bien entendu, d'étudier toute l'époque du règne de Louis XIV, mais seulement les premiers temps de Versailles aux alentours de 1664-1684. Pourquoi? Parce qu'après le règne de l'Apollon, versaillais, comme on l'appelle, cet Apollon solaire, s'essouffle grandement. Et Louis XIV, comme par différents moments de son règne, va passer à autre chose.
Qu'est-ce que la propagande Louis XIVienne? J'ai parlé d'une manière un petit peu anachronique, mais on peut parler de com. C'est exactement ça, c'est de la communication comme la com actuelle. Et elle démarre d'ailleurs en France sous François Ier. L'Apollon solaire, qu'est-ce qu'on attend par Apollon solaire? Un dieu aux diverses fonctions. Apollon n'est pas le dieu de la beauté du tout. C'est un dieu récent en Grèce, parce qu'il apparaît aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, alors que la plus grande partie des divinités du panthéon gréco-romain apparaissent déjà dans des temps plus anciens, à l'époque mycénienne, alors avant le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc il arrive très 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 tard dans l'Antiquité. C'est un dieu aux diverses fonctions. Tout d'abord, la fonction purificatrice, qui est une des fonctions principales d'Apollon. Il est aussi le dieu de l'expiation, le dieu de la justice, de la mesure, de la divination, de la claire rigueur et du bon fonctionnement du cosmos. Mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, il est phoibos. La notion de phoibos est très intéressante parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est lumineux, il est vainqueur par sa clarté d'esprit, mais aussi par sa brillance. Il brille parce qu'il irradie. Donc vous l'aurez compris, c'est un dieu ambivalent, complexe, très ambigu aussi. Phébus Apollon, puisque au Moyen-Âge il sera appelé Phébus, c'est le dieu, la puissance de la monarchie, la vigueur de l'État royal, mais aussi cette monarchie absolue solitaire que veut dès 1661 Louis XIV. Et c'est aussi un peu une image du dieu de la destinée. Donc, revenons-en à Louis XIV. Louis XIV est le roi soleil. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il est partout, il voit tout, il sait tout. Il est le soleil de son royaume. Mais pas seulement le soleil de son royaume, il est le soleil de la France, mais de l'univers aussi. Il est le médiateur entre Dieu et ses sujets, il est l'envoyé même de Dieu sur terre. Le soleil est donc l'emblème des rois de France depuis longtemps. Ça commence au XIVe siècle avec Charles V. À la Renaissance, on voit aussi un revival de toute cette notion de solaire identique avec, bien entendu, cette période qui est la Renaissance. Comme Apollon, le soleil permet de répondre au discours monarchique du roi. Les deux ne peuvent qu'appuyer les devoirs monarchiques et surtout, ils correspondent totalement à tous les rôles du monarque. Louis XIV, comme Apollon et le soleil, voit tout, gouverne seul et maintient le bon équilibre du cosmos. Il se fonde totalement dans les deux divinités qui se fondent elles-mêmes l'une dans l'autre. Pour bien comprendre, il faut savoir que le roi est un corps partout. René de Maurice nous dit « Il arrive peu d'événements dont il ne soit informé et il y a peu de personnes dont il ne sait le nom et les habitudes. Il a l'œil perspicace, connaît l'intime de chacun et une fois qu'il a vu un homme ou entendu parler de lui, il s'en souvient toujours. » Mais cet aspect du roi se remarque aussi artistiquement et politiquement. Louis XIV est une divinité, un être extraordinaire, un dieu, voire même Dieu. Il est au-dessus du monde et vous l'aurez compris, au-dessus de ses sujets. Tout ce qui arrive à l'État touche le roi, physiquement et mentalement. Il est le seul acteur de la France et de l'histoire de France. Cette notion de corps partout dont je viens vous parler touche donc au sacré. Une autre notion se développe aussi à travers cette image-là, et elle est mise en avant par La Bruyère, c'est le corps voyant. Il dit dans ses écrits, le prince, donc Louis XIV, voit tout par ses yeux. Quel est l'astre corps partout et corps voyant? C'est bien entendu le soleil. Et quel dieu a ces propriétés-là? Bien entendu, c'est Apollon. Il est un dieu, et dans l'Antiquité grecque, quand on est un dieu, on est partout et nulle part à la fois. Donc on est corps voyant, on est corps partout, ce qui le lie à sa fonction divinatoire à Apollon. Donc ces deux notions vont être mises, celles de corps voyant et de corps partout, en avant par Louis XIV dans son image et dans sa gloire royale. Il devient alors le corps physique de l'État. René de Maury dit même de lui qu'il est le lieu où l'État pense.
dès 1653, Apollon et le Soleil vont commencer à marquer l'image de Louis XIV. Il est, dès lors, l'image de toute chose, il en est même son principe. Donc, après cette brève définition des termes, je vais vous faire un petit historique du moment qui nous intéresse ce soir et qui est important pour mon intervention. Donc, on l'a dit, Apollon et le Soleil ne forment qu'un. Ils sont pris tous les deux par Louis XIV pour sa gloire royale. Ils prennent possession de Versailles dès 1664. N'oublions pas qu'en 1661, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Louis XIV décide de gouverner seul après la mort de Mazarin. Donc, l'Apollon solaire incarne parfaitement le Versailles Louis XIVien pendant les 20 premières années de son règne. Il est donc le double du roi et il ne forme qu'un. Alors, quand commence la petite histoire du règne de Louis XIV, où est-ce qu'on en est ? Versailles n'est rien encore, ce n'est que le pavillon de chasse de Louis XIII. Une fête très importante à Vaux-le-Vicomte emmène à la construction du Versailles Louis XIVien et emmène aussi, de plus, à l'anéantissement de Nicolas Fouquet. Donc, Louis XIV est invité par Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Si vous ne l'avez pas visité, ce château, je vous invite à y aller. Il est absolument magnifique. C'est un Versailles avant Versailles. Et le roi, fou de rage, en voyant ce que les travaux ont emmené à Vaux-le-Vicomte, cette sublissime résidence, ce château absolument somptueux, il va piquer une colère. Et il va décider de vouloir faire la même chose, mais en mieux. Parce que il est le roi de France quand même. Donc, un de ses conseillers n'a pas à avoir une plus belle demeure que lui. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voler tous les artistes de Vaux-le-Vicomte à Nicolas Fouquet. Louis Levaux, entre autres, Charles Lebrun, André Lenôtre. Chef des travaux Colbert, qui est le surintendant des bâtiments, arts et manufactures. Et Colbert va être aidé dans cette entreprise par les frères Perrault, Charles et Claude. Charles que vous connaissez bien avec ses petites histoires. Membre de la petite académie dont nous parlerons tout à l'heure et qui est très importante. 1664, pourquoi je vous parle de 1664 ? Parce que c'est la grande année à Versailles. Versailles en 1664, c'est les plaisirs, c'est la détente, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec le Versailles que l'on connaît aujourd'hui. Il faut se le remettre dans la tête. Dans cette année-là, le jardin est le lieu d'apogée du mythe apollinien, thème majeur du premier Versailles d'ailleurs. Et Apollon, et Louis XIV va le vouloir ainsi, est l'habitant, l'image et l'invité de Louis XIV. Mais pas seulement, puisqu'il est aussi son incarnation, et nous allons le voir. Apollon devient donc l'essence même de la monarchie, mais l'essence même de Versailles aussi. Donc le mythe apollinien prend une ampleur considérable quand le nôtre, évidemment, crée cette perspective incroyable du château. L'eau devient l'élément majeur, et nous allons le voir à travers les œuvres que nous allons voir. Et la thématique solaire est donc au centre du propos. Il s'agit de quoi ? Tout simplement, il s'agit de la course diurne de l'Apollon solaire, ou plus exactement de Louis Apollon. Celui-ci s'élève au-dessus de Versailles, du monde, de l'immensité marine. Il termine sa journée à l'est, dans la grotte de Thétis, que nous verrons tout à l'heure. C'est un écho à quoi, au final ? C'est un écho à la journée du roi. Le roi se lève pourquoi ? Il se lève pour défendre et pour préserver la France. Puis il rentre quand même se reposer, éreinté après une grande journée de travail. Donc des groupes sculptés divers, en rapport toujours avec le mythe apollinien, vont investir Versailles. Il faut compter à peu près entre 1667 et 1674. Donc Louis XIV peut être de la même manière intégré au mythe apollinien de Versailles, puisqu'il est celui par qui tout passe, celui qui régit tout, celui qui est un tout. Le tout de quoi ? Le tout du royaume de France. Et ça, je tiens à le préciser, ce serait erroné de penser que c'est ces conseillers ou ces surintendants qui avaient le choix des œuvres. Non, Louis XIV passait toujours par derrière. S'il avait décidé de vouloir de la pierre sur une de ses fontaines, il fallait la recommencer même si elle était en marbre. Et il fallait que ça se fasse fissa.
Si le lendemain il revenait et qu'il avait envie de marbre, il fallait la recommencer, remettre du marbre à la place. Donc Charles le Brun ou Colbert n'étaient pas les personnes qui décidaient de la gloire royale. Elles y ont contribué, mais la monarchie absolue de droit divin se mettait peu à peu en place. Donc, les deux groupes sculptés que nous allons voir tout à l'heure, qui sont le bassin d'Apollon et Apollon servi par les nymphes, commentent et symbolisent la journée royale. Le roi, corps partout, corps voyant, comme je vous disais tout à l'heure, est impliqué dans ce mythe d'une manière artistique, symbolique, voire même autoritaire. Louis XIV a donc un regard extérieur, je vous le disais, mais aussi intérieur à travers ce mythe apollinien mis en place en dehors du château. Donc il faut le voir, Louis XIV, il n'habite pas dans le premier Versailles. Il faut s'en rendre compte. Vous allez le voir dans mon intervention, mais il est encore entre le Louvre et Saint-Germain-en-Laye. Donc Versailles, c'est beaucoup plus tard. Et quand ce sera plus tard, à ce moment-là, il pourra évincer l'Apollon solaire des jardins de Versailles et se consacrer à d'autres divinités et à d'autres grands noms de personnages historiques. Donc ce spectacle des jardins est lié au mythe apollinien et il est repris aussi à l'intérieur du château par des commandes picturales, mais on ne rentrera pas dans ce chapitre-là. Nous verrons quand même un exemple pictural, mais non des moindres, à la fin de l'intervention, et vous me direz ce que vous en pensez. Ça ne me dérangerait pas justement que vous me posiez des questions autour de ça. Ça ferait peut-être avancer les hypothèses que j'ai dessus. Voilà, donc pour cibler, l'Apollon versaillais est celui qui marque la gloire du roi. Et maintenant, on va vite rentrer dans le vif du sujet qui est important pour nous. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand Clément parlait, citait La Fontaine, la petite académie est très très importante sous le règne de Louis XIV. Elle est créée en 1663 par Colbert. Donc, qu'est-ce qu'il attend, Louis XIV, de cette petite académie ? Que ses membres élaborent sa gloire et sa personne. Donc, qu'est-ce que ces hommes doivent faire ? Ils doivent magnifier les lieux et les œuvres qu'ils produisent. Ils ont l'honneur de travailler pour le roi de France. Ils doivent donc montrer l'étendue de leur talent, sans toutefois, c'est ce que je vous ai dit auparavant, livrer une œuvre personnelle et ne s'éloigner de ce que Louis XIV ne souhaite. Donc ces hommes de lettres, pour la plupart, sont aussi engagés pour magnifier par les vers la personne du roi ou les monuments et les œuvres créées pour lui à sa gloire. Ils deviennent ces historiographes, mettant en scène et en histoire le règne du grand Louis pour les contemporains et bien entendu, chose importante pour Louis XIV, pour la postérité. Ils vont démontrer la place de premier plan que tient Louis XIV dans l'histoire, ainsi que l'intérêt que l'on peut trouver à employer l'histoire au sens large du terme et l'image des grands hommes pour la gloire royale. Donc le rapport à l'antique est primordial en ce XVIIe siècle, et ce depuis la Renaissance, dans la construction d'une glorification royale. Les rois, pas seulement Louis XIV, louent les grandes périodes de l'Antiquité, et cette Antiquité qui est berceau de l'humanité, le monarque va prétendre l'égaler, voire le surpasser selon les moments de son règne. L'idée de glorification de la personne de Louis XIV, le roi et Colbert vont la chercher dans cette Antiquité qui est encore bien fantasmée au XVIIe siècle. Bien évidemment, il arrivera un moment où la petite académie, bien aidée toujours par les conseils de Louis XIV, décidera, après quelques débats houleux, de vouloir surpasser les antiques et l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes, on y reviendra tout à l'heure. Elle est débutée en 1687 par Charles Perrault avec son magnifique texte. Si vous pouvez le lire, vous pouvez le trouver sur Google Books, qui s'appelle « Le siècle de Louis le Grand », qui ne fait que 8 pages et qui est extraordinaire. Donc voilà, la petite académie, elle va permettre à Louis XIV de se démarquer sur le plan historique, politique, mais aussi artistique. Même si, dès 1687, comme je viens de vous le dire, la querelle des anciens et des modernes laisse entrevoir quand même un essoufflement vis-à-vis de l'Antiquité. Mais quand même, les têtes pensantes n'en restent pas moins très très attachés à elle. On déprécie les héros antiques, la civilisation antique d'un point de vue politique, mais d'un point de vue artistique,
les choses, elles restent telles qu'elles étaient. C'est ce qui est important pour nous. Il faut égaler, surpasser l'Antiquité pour exister tout en réinterprétant l'histoire. Louis XIV doit rester un modèle universel pour la postérité. Donc la gloire de Louis XIV, elle suit les traces du passé illustre, comme je vous l'ai dit, des rois et des empereurs antiques. Jean Puget de la Serre dédie au roi en 1662 à sa demande, et c'est ce qui est très intéressant, l'histoire d'Auguste et le parallèle de cet illustre monarque avec notre grand roi Louis XIV. Donc le premier à utiliser Apollon en tant que dieu tutélaire dans sa propagande royale n'est autre que l'empereur Auguste au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc moi j'ai trouvé intéressant de vouloir identifier ces deux grands programmes apolliniens de l'histoire au sens large du terme. Donc Octave Auguste et Apollon. Donc Octave Auguste, le princeps, le prince du principat, va en effet choisir Apollon comme divinité tutélaire pour de multiples raisons. Comme Louis XIV, c'est une divinité complexe, ambiguë, ambivalente, et donc elle ne pouvait que séduire un grand empereur comme Auguste. L'art et la lyre, qui sont des symboles très importants apolliniens, vont être forts pour le siècle d'Auguste. Dû aux multiples fonctions, variées, voire fascinantes, il va permettre de mettre en avant les rôles différents du prince. Donc l'ambiguïté liée à Apollon montre l'ambiguïté d'Auguste, qui ne s'appelle d'ailleurs pas Auguste, il faudra entendre 27 avant Jésus-Christ pour qu'il s'appelle Auguste, mais montre l'ambiguïté d'Octave Auguste et de la période. La prise de pouvoir d'Auguste, on ne va pas y revenir dessus parce que ce serait très très long, mais elle a été houleuse, brutale, complexe, d'un point de vue politique mais aussi militaire. Et l'idée du princeps, c'est la réconciliation qu'il va montrer à travers l'ère de paix, l'aurea aetas, qu'il veut mettre en place. L'Apollon symbolise toute cette ère de paix. Il est pacifique, il est civilisateur à la fois, mais il est aussi musagète. Qu'est-ce que ça veut dire musagète ? Ça veut dire qu'il est dans les cortèges de musique avec les muses. Il guide les muses dans un cortège de musique, puisque Apollon est musicien. L'Apollon palatin, lié à l'harmonie musicale réflexive et civilisatrice, va être mis en avant, tout comme l'Apollon axien. L'Apollon axien, l'Apollon de la bataille d'Actium, et cet Apollon, du haut de son promontoire, met la flotte orientale en fuite grâce à ses flèches pendant la bataille d'Actium, cette flotte orientale dirigée par Marc-Antoine et bien entendu Cléopâtre. Et donc, dans cette image-là, qu'est-ce qui se passe ? Auguste, il se pose en quoi ? En justicier et en civilisateur de cette aurea aetas, de cet âge d'or. Donc, pendant près de 40 ans, Auguste va, grâce à des jeux autour du mythe apollinien, s'afficher, se dissimuler derrière, comme une émanation et un descendant de celui-ci. Il va développer cela dans les arts, dans la littérature. Quoi de mieux à cette époque pour mettre en place une propagande que de toucher ce que les gens peuvent voir et peuvent surtout comprendre. N'oublions pas les légendes populaires parce qu'elles sont très importantes dans l'Antiquité et surtout celle-là, je pense qu'elle... moi je la trouve assez drôle. Je ne sais pas ce que vous allez en penser vous, mais il est dit que dans les légendes populaires à Rome à cette époque-là, que Apollon serait le père d'Octave Auguste. Pourquoi ? Parce que Attia, sa mère, se serait unie au dieu, métamorphosée à ce moment-là à serpent, lors d'une incubation dans son temple. Donc là, toute l'ambiguïté de l'histoire et de sa politique se trouve sur le corps de sa mère, puisque celle-ci, d'après les dires romains, porte une tache indélébile en forme de serpent sur son corps. L'ascendance est donc toute trouvée, la descendance aussi. Personne ne peut contredire ces marques laissées par le dieu lui-même. Il devient donc par là légitime. Il est le descendant des deux dieux, d'Apollon et de César, qui a été un peu plus tôt divinisé. Avec Apollon comme père, Auguste met donc en place une sacralisation du pouvoir. Le dieu devient donc une divinité, terme anachronique, nationale. Il est hébergé dans la villa du princeps, sur le Palatin. Le temple d'Apollon touche la maison d'Auguste. Et cette ère est appelée l'Area Apollinis.
Donc cette sacralité, on le voit, elle est commune et à Apollon et à Auguste. Le culte national est mis en avant, ainsi que celui d'une personne, celle du princeps, celle d'Auguste. Donc le mythe apollinien va permettre à la poésie d'héroïser ceux dont elle chante les actes et les vertus. Cet aurea aetas dont je vous parle depuis tout à l'heure, cet âge d'or décrite par Virgile dans sa 4e églogue, montre Apollon comme la divinité de cet âge d'or. Celle liée à quoi? Celle liée au soleil. Auguste construit donc artistiquement, entre 29 et 28 avant Jésus-Christ, une nouvelle image d'Apollon, celle de l'Apollon Sol. Celui-ci, lié au soleil, dans son quadrige, apparaît, selon Properce, pour la première fois sur le faîte du temple d'Apollon palatin. Cet attrait à la divinité était connu des textes hellénistiques, mais n'était jamais apparu d'une manière visuelle et artistique. Donc Apollon, grâce à cette poésie, et donc la divinité de cette ère de paix et de réconciliation que veut mettre en place Auguste. Il symbolise la paix et Apollon revêt sa fonction de divinité justicière, de dieu lié à l'harmonie. Et chose importante, je pense qu'Olivia reviendra dessus après, mais de dieu lié au bon fonctionnement du cosmos. La fonction solaire d'Apollon, je vous l'ai dit, elle est mise en avant par Auguste sur le temple du Palatin. Auguste gouverne seul, voit tout, sait tout. Il est donc quoi? Il est donc le centre de l'univers. Tout gravite autour de lui. Cet Apollon Sol marque, nous l'avons vu, une nouvelle ère de Rome, celle de l'âge d'or. Le rattachement d'Auguste à cet Apollon Sol est d'un hellénisme pur. Seules les élites connaissent cette fonction solaire mise en avant entre autres par Callimaque. Peu répandue dans le peuple avant Auguste, l'image de cet Apollon est dévoilée tout en haut du temple. Pourquoi? Pour l'acclimater à Rome. Callimaque, d'ailleurs, écrivait au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans son hymne à Apollon que je vous conseille de lire. D'or est son manteau et la graphe aussi. D'or la lyre et l'arc lycien et le carquois. D'or aussi les sandales. Apollon est tout or et toute richesse. On le voit bien par Pitot. Dieu toujours beau, Dieu toujours jeune, jamais aucun duvet ne recouvrit ses joues tendres. Il est tout d'or, il est donc phoibos, le clair, le pur, le pénétrant. Il émane tel le soleil par son aspect irradiant. Donc vous l'aurez compris, à la fois complet, complexe, ambigu. Apollon est sans conteste la divinité pouvant représenter les aspects du règne que le princeps veut mettre en avant. L'harmonie, la paix, la réconciliation, le triomphe. Il est le double d'Auguste. Et message essentiel, il est puissant, seul pour gouverner, au centre de tout. Son règne est celui de l'âge d'or d'Apollon, qui n'est autre que son père. Donc, Auguste donne un nouveau souffle à Rome sous son règne et de nombreuses restaurations. Là, on va vraiment prendre l'aspect artistique. Par contre, je suis désolée, mon mémoire m'a emmené à étudier des œuvres qui, pour la plupart, n'existent plus. Donc, je suis désolée, on aura des photos qui sont pas super, des reconstitutions. Donc, voilà. Donc, de nombreuses restaurations vont être faites. Il évoque d'ailleurs dans ses mémoires, Auguste, le Capitole, le théâtre de Pompée, les aqueducs, le double volume de l'Aqua Marcia. Et il termine aussi des monuments commencés par son père César, le Forum Iulium, la basilique, entre le temple de Castor et Saturne. Et Apollon veut attacher son nom réellement dans les espaces sacrés de Rome. Il veut marquer de son nom les édifices religieux, mais aussi les édifices publics. Somme toute, l'histoire et la postérité. Son fidèle conseiller et édile, Marcus Vespasius Agrippa, va lui s'occuper d'aménager le Champ de Mars. Et donc justement, des œuvres considérées comme majeures des contemporains du princeps et de la postérité vont être construites ou réaménagées à ce moment-là. Nous allons en voir rapidement quelques-uns. Et elles sont évocatrices, pourquoi on les voit, justement, de l'ère apollinienne du Principat. Donc voilà, on ne rentrera pas dans les détails, parce qu'on n'a pas le temps.
Donc pour commencer, je vous propose d'aller sur le Palatin, dans l'area Apollinis, pour évoquer le temple d'Apollon rapidement. Donc qu'est-ce que le temple d'Apollon? Il est voué en 36 avant Jésus-Christ, et Octave décide de le dédier à Apollon. On sait déjà qu'un temple d'Apollon existait déjà au 5e siècle au pré-Flaminien. Il se développe à travers ce monument un nouvel apollinisme de Rome. Et ici se consacre la volonté du princeps de destiner le Palatin aux cultes les plus authentiques et les plus essentiels. Ce temple, même si le vrai titulaire, Apollon, il le partage avec sa mère Latone et avec sa sœur Diane. Autour de lui se distingue un portique et 2 bibliothèques qui brûlent très très vite. Apollon, sur cette area Apollinis, c'est quoi? Apollon, il est le dieu palatin, inspirateur, harmonieux, musicien, musagète. Il est citharède ou encore lyricine. Mais ce qui nous intéresse ici réellement, au niveau artistique, c'est une sculpture sur le fait du temple d'Apollon palatin. Alors, il faut me croire sur parole. Normalement, la sculpture était placée juste ici. Et comme tout a brûlé très rapidement, on n'a plus rien du tout. Et en fait, on sait que c'était le quadrige du soleil et que le soleil était symbolisé par Apollon et qu'Apollon le conduisait. La statue était en bronze doré et il s'agissait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la première représentation d'Apollon Sol. Autour, on l'a dit, portique des Danaïdes et bibliothèque, donc une bibliothèque grecque, une autre latine, ce qui est très important parce que là, c'est le dieu justement lié à tout l'élitisme qui est représenté dans ces 2 bibliothèques. On dit même qu'il y avait une statue d'Auguste représentée à Apollon entre les 2 bibliothèques. Là aussi, comme ça a brûlé très rapidement, plus de traces du tout, vous vous en doutez. Et le portique des Danaïdes, je n'y reviendrai pas dessus parce que c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais si vous voulez lire un article, Gilles Sauron, éminent professeur à Paris 4 Sorbonne, a écrit un article dessus extraordinaire sur le portique des Danaïdes, justement. Et en fait, serait mis en image. Et bon... Il y a beaucoup d'images comme ça sous Auguste, on le reverra peut-être plus tard, mais mise en avant l'image de l'Occident qui a vaincu l'Orient à la bataille d'Actium. Donc franchement, si vous pouvez aller le lire, allez lire cet article de Gilles Sauron, il est extraordinaire. Donc on va maintenant voir du côté du Champ de Mars les aménagements majeurs d'Agrippa. Alors tout d'abord, en 29 avant Jésus-Christ, au retour d'Égypte, commence le chantier du mausolée. Il est influencé évidemment par la visite d'Auguste au tombeau d'Alexandre le Grand. Donc c'est un immense mausolée pour lui et pour sa famille, ce qui en fait donc un monument dynastique. Au centre, à l'intérieur, il y avait un grand pilier, et dans ce grand pilier était sculptée la chambre funéraire d'Auguste. Au sommet, là non plus, c'est que des représentations. Donc, normalement, il faut me croire là aussi. En haut, il y avait une statue représentant le princeps. On sait qu'à l'intérieur, le mausolée était composé de 12 pièces et qui étaient pour les membres de sa famille. Le mausolée, on sait qu'il est en influence hellénistique et plus particulièrement égyptienne. Hellénistique, le terme de mausolée, puisque l'allusion est au roi de Carie, le roi Mosol, et égyptienne, avec justement ces 2 obélisques que vous avez devant l'entrée de ce mausolée. Il est dit aussi qu'à l'extrémité nord du mausolée était placé l'index rerum gestarum, qui sont les mémoires d'Auguste. Ensuite, un autre monument qui est très intéressant, c'est l'Arapakis, qui est voué le 4 juillet 13 et dédié le 30 juin 9 avant Jésus-Christ. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les rinceaux de l'Arapakis. Pourquoi ? Parce que ces rinceaux sont une sorte d'arbre généalogique de la famille d'Auguste. Pourquoi ? Parce qu'elle met le passé, avenir, histoire, mythe, et qu'elle montre la destinée
unique et exceptionnel que le princeps, vainqueur d'Axiom, veut offrir à sa famille et veut offrir à la postérité. Donc, l'arbre généalogique est mis en place comment par un lien en fait entre la frise figurative que vous avez en haut et la frise végétale que vous avez un peu plus bas. Et qu'est-ce qui se met en place là-dedans? Il se met en place une théologie dynastique dans les rinceaux. Donc, cette théologie dynastique, nous la retrouvons symbolisée où, alors ça va être un peu compliqué, sous Auguste et sous Agrippa, que vous avez là. Alors, comment on voit qu'il y a une théologie dynastique là-dedans? Si vous le voyez bien, on a des motifs de pseudo-tridents végétaux juste ici. Vous allez me dire, pas la théologie dynastique là-dedans, mais en fait, si. Parce que vous voyez qu'en fait, on a une fleur de lotus qui est épanouie au milieu et 2 fleurs de lotus non épanouies de chaque côté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le père adoptif ou le père biologique, puisqu'il faut savoir que César adopte les enfants, les 2 Caésarès, les fils de sa fille Julie après sa mort. Il devient donc le père biologique et Agrippa, le père biologique de ces deux enfants, Lucius et Caius César. Donc, les 2 Caésarès sont représentés ici par l'image des 2 fleurs non épanouies. Un lien se crée donc entre la naissance des enfants, leur enfance, la renaissance végétale et le règne de leur père adoptif. Elle est symbolisée aussi, la renaissance végétale, par des volutes d'acanthe que vous avez par ici, les volutes d'acanthe qui gênent la pousse du lierre. Et là encore, on ne va pas rentrer là-dedans, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une image aussi, le lierre est lié à Dionysos, tandis que l'acanthe est lié à Apollon, et à ce moment-là est mise en avant l'image justement de cette bataille d'Axiom et le fait que justement l'Égypte a été vaincue par Rome et par l'Occident. Donc qui c'est qui est représenté à travers ces rinceaux? C'est l'Apollon d'Axiom. L'Occident, Apollon, vaincu l'Orient et Dionysos. Et de plus, on sait qu'Apollon est le dieu de la nature. Donc l'ultime monument du règne d'Auguste du Champ de Mars est sans conteste le cadran solaire lié à l'Apollon-Sol. Et pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'en fait, c'est la construction qui unit toutes les constructions du Champ de Mars que je viens de vous montrer. Donc on sait qu'il est inauguré le 30 juin 13 avant Jésus-Christ. Le cadran, c'est aussi un calendrier qui marque les événements particuliers de l'année. Lors de l'équinoxe d'automne, qui est le 23 septembre, anniversaire d'Auguste forcément, l'ombre atteint le centre de l'Arapakis. Lors du solstice d'hiver, qui symbolise la conception d'Auguste, le soleil recommence sa course. Le cadran est associé à un obélisque. Vous avez le cadran juste là, l'obélisque juste là, et il permet donc, cet obélisque, des jeux d'ombre projetés. Il est ramené, on le sait, d'Héliopolis en 10 avant Jésus-Christ, et il est surmonté d'une sphère dorée qui est coiffée d'un gnomon, d'une pointe qui sert justement à faire des ombres projetées. Donc cet ensemble architectural du Champ de Mars, qu'est-ce qu'il évoque au final? On voit qu'il évoque la naissance et la mort du princeps sous l'œil attentif d'Apollon, son père, qu'il soit sol, qu'il soit axien. Qu'est-ce que ça peut être? C'est l'horoscope providentiel de cet homme extraordinaire qu'est Auguste. Louis XIV et Apollon, donc on l'a dit, Auguste, première propagande apollinienne de l'histoire, ça n'est pas moins une référence pour la postérité. Et que se passe-t-il pour Louis XIV? On sait que sa première sculpture d'Apollon, on la voit apparaître dans les fêtes du premier Versailles, les fêtes des plaisirs de l'île enchantée, on n'en parlera pas, puisque c'était des sculptures éphémères, elles ont été détruites de suite après.
on va justement étudier les œuvres les plus significatives. 3 œuvres majeures symbolisant l'Apollon solaire marquent le début du règne Louis XIVien, ainsi que son importance. Elles sont érigées au cœur de Versailles, il faut savoir, entre 1666 et 1674. Donc la première œuvre, et sans conteste, celle que tout le monde voit quand il va à Versailles, c'est Apollon sur son char. Donc il est commandé au sculpteur Jean-Baptiste Tuby sur un dessin de Charles Lebrun. Et ici, Apollon est quoi ? Apollon est l'Apollon Sol, maître du temps. Après une nuit passée à se reposer dans l'antre de Thétis, que nous verrons tout à l'heure, il repart, surgissant des eaux, pour une nouvelle course diurne. Il est le soleil levant, le dieu qui régit l'univers, et donc Louis XIV est son miroir. Donc la grotte de Thétis, autre œuvre importante, qui elle aussi a disparu. Donc si vous voulez savoir où elle se trouvait à Versailles, elle se trouvait à la place de la Chapelle qu'il y a maintenant. Voilà, ils ont en fait détruit la grotte de Thétis en 1709-1710 pour la construction de la chapelle. Donc elle se situait, je viens de vous le dire, donc dans un endroit très important de Versailles, juste à côté de ce grand complexe. Et c'est une architecture, celle-là, avec des sculptures à l'intérieur majeures pour l'Apollon Sol. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? On a vu son pendant diurne et on voit maintenant que la grotte de Thétis, c'est justement pour la nuit. Apollon rentre dans l'antre de Thétis, une divinité marine, après un gros travail pour la France. Et comment Louis XIV l'a pensé ? Il fallait que ce soit clinquant et que le soleil arrive à pénétrer à l'intérieur et qu'il y ait un jeu justement avec le soleil et avec l'eau. Donc on construit une loggia tout à fait classique, très représentative de la Renaissance. Elle est fermée par des grilles qui permettent aux rayons de soleil de pénétrer à l'intérieur, sans toutefois justement faire une grosse lumière. On reste réellement dans la pénombre. N'oublions pas que divinité marine, la grotte de Thétis devait se trouver sous l'eau. Donc la devise de Louis XIV, le soleil, est représenté sur l'imposte de la grille centrale que vous avez ici. Et l'élément aquatique est donc un des principaux moteurs de cette architecture. Apollon, se reposant sur son quadrige, est représenté tout en haut. Donc, l'extérieur du bâtiment, qu'est-ce qu'il en dit, Louis XIV ? Il veut un extérieur à la gloire d'Apollon et donc à la gloire de sa personne, puisque le soleil est représenté aussi symétriquement juste en dessous d'Apollon. Donc le roi, c'est le soleil qui éclaire le monde, comme une évocation d'un astre, la personne qui régit tout, qui gouverne seul. Et le monarque, donc, veille sur l'univers, tel un bienfaiteur, civilisateur et maître du temps. À l'intérieur, il faut le croire aussi, tout était de marbre, tout était de lustres rocaillaux, permettant les jeux de lumière, d'ombre et d'eau. Il y avait une multitude de fontaines, et le long des murs et des piliers. Et on sait aussi que justement, dans une histoire de reflets et de jeux de lumière et de bruit aussi, de musique grâce à l'eau, on sait qu'il y avait des miroirs un petit peu partout pour que tout se reflète à l'intérieur. Et tout au fond de la grotte, c'est ce qui nous importe ici, il y avait le groupe d'Apollon servi par les nymphes et les chevaux du soleil. Donc on sait que ça devait baigner dans un jour tout à fait mystérieux, dans la pénombre. Ça devait être, il paraît, d'après les écrits de l'époque, que c'était la plus belle des choses du premier Versailles. Donc on évoque quoi dans ce monument ? La surprise, la détente, le plaisir, tout ce que le premier Versailles met en avant. Donc elle permet à Louis XIV de se figurer en tant qu'Apollon solaire dans un théâtre tout à fait aquatique au final. Alexandre Maral, conservateur des sculptures au musée de Versailles, dit lui qu'il est le pendant crépusculaire du groupe d'Apollon sur son char qu'on a vu tout à l'heure.
Donc je vous l'ai dit, après une grosse journée, il faut que Louis XIV aille se reposer. Il va se reposer justement dans l'antre de Thétis. Vous le voyez, hein, figuré sous les traits d'Apollon. Autour de ce groupe sculpté se trouvent les chevaux du soleil. Donc les chevaux du soleil sont réalisés par Gaspard Balthazar Marcy entre 1667 et 1675, mais aussi par Guérin. Donc les œuvres versaillaises qui sont exécutées dans une thématique apollinienne solaire, elles sont toutes les trois liées. Elles ont pour protagoniste ce Louis Apollon dont je vous parle depuis tout à l'heure, un maître du monde, de l'univers, du temps. Elles prônent ces trois œuvres, la gloire royale. Elles éclairent le monde au moyen de la devise du roi, qui est Nec pluribus impar. Il est le soleil, celui qui guette l'univers, celui qui voit tout, qui sait tout. Il est celui qui peut tout, il est le roi de France, il est l'émanation d'Apollon sur terre. Donc, maintenant, un petit focus pour voir si ça marche, si ces deux propagandes fonctionnent ensemble, ou si Louis XIV a devancé Auguste, ou si Louis XIV a moins bien fait qu'Auguste dans ses propagandes apolliniennes. Donc Charles Perrault souligne en 1687, et l'on peut comparer sans craindre d'être injuste le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Dans Britannicus, on sait que Jean Racine, qui est représenté en 1669, Auguste est dépeint par le futur membre de la Petite Académie comme une source généalogique, un bâtisseur de l'Empire et un modèle à imiter. Cette pensée de la figure augustéenne est donnée par la littérature, puisque Corneille avec Cinna fait de même quelques années auparavant. Qu'est-ce qu'on sait aussi que Dieu lui destinait la monarchie de l'univers en parlant justement de Louis XIV et d'Auguste. Il est dit aussi justement par Jean Puget de la Serre, ces illustres noms d'Auguste et de Louis se confondent si fort ensemble que qui dit l'un dit l'autre. Donc voilà. Là, déjà, des choses se mettent en place, mais qu'est-ce qu'on voit aussi ? On voit que, en fait, les deux propagandes sont les mêmes. L'ambiguïté du pouvoir, elle est réelle, puisque Louis XIV, lui aussi, a un moment houleux au niveau politique dans sa vie, qui est la Fronde. Et la Maison de France veut imposer l'État des Bourbons comme le seul héritier légitime de l'Imperium Romanum et veut rétablir, ça, c'est dit dans les textes, le Saeculum Augustum, le siècle d'Auguste. Ces jeux de cache-cache, ce sont exactement les mêmes, puisqu'après la Fronde, Louis XIV se cache et se dissimule derrière la figure apollinienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est le maître incontestable de Versailles, quand Louis XIV n'est pas là. Il est son incarnation. Il est l'intendant des lieux, il est Louis XIV, il est Apollon, il est Louis Apollon, mais par mimétisme, il est Louis Auguste aussi. La sacralisation du pouvoir, on en vient à la même chose. Il est l'intendant, il n'est pas la divinité nationale, mais presque, parce que là, il est vraiment Louis XIV, cet Apollon solaire. On a aussi la poésie comme instrumentalisation du pouvoir apollinien, comme sous Auguste, avec justement, comme je vous en ai parlé, de la Petite Académie. Et puis Apollon, divinité de l'âge d'or, là aussi, Louis XIV crée un âge d'or extraordinaire sous son règne. Donc, vu le temps qui me reste, je vais passer outre la querelle des antiques et des modernes, qui pourtant est très très intéressante. Je veux quand même vous dire que même si elle est datée de 1687, cette querelle des antiques et des modernes, vous l'avez vu par le texte de Perrault, le siècle de Louis le Grand, il faut savoir qu'artistiquement, elle a lieu à Versailles, pratiquement 20 ans plus tôt, puisque le règne d'Apollon marque justement cet élan. Pourquoi ? Parce que je vous ai montré l'horloge solaire sur le champ de Mars. Je vous ai dit que le cadran indique les jours de l'année ainsi que les événements particuliers, que lorsque l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, anniversaire d'Auguste, une ombre projetée grâce à la pointe du gnomon, justement, atteint le centre de l'Arapakis.
L'astre solaire, dès lors, proclame la vocation d'Auguste, né avant le lever du soleil, à être la pacification du monde. Lors du solstice d'hiver, qui symbolise la conception d'Auguste, le soleil recommence son ascension. Il faut savoir qu'à Versailles, avec la grotte de Thétis et le char d'Apollon, chaque jour, les rayons de soleil illuminent de mille feux ce théâtre aquatique. Donc le char d'Apollon commence son ascension chaque jour à Versailles lorsqu'il sort de la grotte de Thétis pour vaquer à ses occupations. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On peut dire que dès 1674, Louis XIV surpasse donc Auguste dans l'art versaillais. Dans sa demeure royale, le soleil irradie chaque jour la grotte, tandis qu'il établit sa course diurne de façon journalière. La querelle donc des antiques et des modernes, débat qui est tout à fait contemporain, pourrait donc, si notre hypothèse vient un jour à être confirmée, s'être déroulée 13 ans auparavant au cœur des jardins de Versailles, et donc ne serait que littéraire dès 1687. Pour vous dire comme il surpasse son homologue antique, et ce sera le mot avant la conclusion, vous allez me dire ce que vous pensez de ce superbe tableau, qui est justement dans un endroit tout à fait stratégique pour Louis XIV, parce qu'il se retrouve à Versailles, dans le château, jusque-là normal, mais il se retrouve dans le salon d'Apollon, et le salon d'Apollon était, sous Louis XIV, sa chambre. Elle a changé après avec les rois successifs. Et là, on voit un tableau du peintre Charles de la Fosse, qui était très important. Louis XIV lui a commandé beaucoup d'œuvres picturales. Auguste faisant le port de Mycène. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que si on avait pu l'agrandir, vous essayez de la trouver sur le musée du château de Versailles. Quand vous l'agrandissez, vous vous rendez compte qu'en fait, la tête d'Auguste est en fait la tête de Louis XIV. À méditer. Arnaud. Pour conclure, donc, on l'aura compris, Louis XIV a fantasmé l'Antiquité, il a surtout réussi à la surpasser par une grande maîtrise des textes, des références, des grands personnages historiques. Apollon, dieu ambivalent, ambigu, complexe, ne pouvait que séduire le roi de France, soleil de l'humanité. Ce XVIIe siècle, empreint de classicisme, est le digne héritier du XVIe siècle. L'Antiquité est à la base de tout. L'Antiquité est la force de l'élitisme français et sûrement son point faible aussi. L'Antiquité permet à cette strate de la population française de se mettre en avant et de briller au plus haut point. Combien sont ceux qui ont utilisé les images des grands rois et des grands empereurs antiques tels Alexandre le Grand, César ou encore Auguste ? Louis XIV ne déroge pas à la règle. Roi de France, du monde, de l'humanité, homme providentiel, clairvoyant, il ne pouvait être que séduit par un personnage aussi grand dans l'histoire qu'Auguste, par un personnage, le premier sûrement à avoir lancé la plus grande com de toute l'histoire antique, règne d'Apollon Sol, le maître de la Aurea Aetas. Certes, Louis est Apollon, mais il est aussi Auguste. Je vous remercie. Je crois qu'on peut applaudir de façon un peu plus enthousiaste la très belle intervention d'Agathe. Merci. Comme le temps presse tout de même, je pense que nous allons réunir de suite l'Orient et l'Occident avec l'intervention d'Olivia et nous proposerons les questions du public éventuellement à la fin s'il nous reste un peu de temps. Alors, petite mise en place de PowerPoint éventuellement. Je profite de ce petit laps de temps pour vous rappeler que nous sommes accueillis à titre gratuit par le gérant du Bistrot 12, que nous remercions à ce titre. Et j'en profite également pour vous dire que tout ceci n'aurait pas été possible sans les bénévoles de l'association. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous soutenir. Je vous rappelle également que ce café est enregistré et que comme les précédents, il sera disponible en ligne sur notre blog de l'association Tempus Historiae, que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Bien. Passons sans plus attendre au Roi Soleil dans les confins du Nil avec Livia. Alors bonsoir à tous. Alors, je vais être plus rapide du coup parce que Agathe a déjà bien déblayé le terrain, merci. Donc Auguste, je reviendrai peu dessus, j'en parlerai mais je ferai appel à vos souvenirs. Donc j'espère que vous avez bien écouté et dans le détail. Alors
mon intervention va effectivement se centrer uniquement sur les éléments égyptiens que le roi Soleil va utiliser pour sa propagande. Je vais le faire en 3 temps. Je vais d'une part vous expliquer que effectivement, il les utilise pour montrer qu'il est le roi du monde. Mais je vais aussi expliquer qu'en fait, il s'appuie sur l'ambivalence qui est caractéristique des éléments égyptiens. Alors, pour vous le montrer, je vais d'une part vous expliquer que durant l'Antiquité, c'était déjà le cas. Là, je vous reparlerai un petit peu d'Auguste. Puis qu'à la Renaissance, là où on redécouvre l'Égypte, c'est encore plus le cas. Et qu'enfin, Louis XIV, lui, il est très malin, parce qu'il va utiliser les aspects positifs et négatifs de l'Égypte pour devenir le roi de l'univers. Et en cela, il me semble qu'il dépasse encore Auguste, parce qu'il sait manipuler les 2 aspects de l'Égypte, alors qu'Auguste, lui, il s'était limité à un aspect, il l'avait simplement rejeté. Alors, ça va être sympa, je vais jongler entre l'ordi et... Donc, le monarque bienfaiteur, l'usage de l'Antiquité. Là, je vous ai mis, pour rappel, que Louis XIV utilise tous les éléments de toute l'Antiquité, qu'elle soit romaine ou grecque. Donc, vous avez là, le roi gouverne par lui-même, puis à côté, la famille de Louis XIV, en travesti mythologique. Donc, l'usage des éléments de l'Antiquité s'étend à toute la famille royale. Cet usage de l'Antiquité, lorsqu'il va s'agir de l'Égypte, elle va s'appuyer sur une relecture des sources antiques. Et pour ça, il est intéressant de s'y replonger un petit peu pour savoir ce que ces modernes avaient en tête. Alors, durant l'Antiquité, l'Égypte prend des aspects extrêmement positifs. Je vous mets un exemple, c'est celui de la mosaïque de Palestrina, qui est une mosaïque d'époque romaine. Donc, on est déjà dans une réception des éléments égyptiens. Je tiens à le souligner, c'est extrêmement important. On est sur une relecture du monde romain. Et qu'est-ce que ça présente? Ce qu'on appelle une scène nilotique. Vous avez des crocodiles. J'ai le pointeur, ce sera peut-être plus malin. Crocodile ici. Oui, c'est un peu imaginaire. C'est un peu flou aussi, mais avec le flou et l'imaginaire, on reconstitue très bien un crocodile. Vous avez donc des petits personnages qui se battent, d'autres qui prennent le bateau entre 2 temples. Ce qu'on appelle des scènes qui mettent en scène, qui proposent une vue un peu bucolique de l'Égypte. Une Égypte prospère, une Égypte riche, une Égypte qui se caractérise aussi uniquement par le Nil. Voilà, donc en fait, il s'agit vraiment de glorifier l'Égypte et de montrer que c'est une sorte de paradis sur terre où on va couler des jours paisibles, on va festoyer, où on retrouve énormément d'animaux aussi. Parce que c'est Diodore qui nous le dit, les animaux naissent dans le Nil et émergent du Nil. Donc la création vient du Nil. Diodore est lu par Louis XIV. Après moi je dis ça. Vous voyez un peu venir. Ce qui est proposé aussi ici, c'est un amour de la nature. Vous voyez que c'est très pittoresque finalement. On a aussi, dans le monde romain, un goût pour la reprise des éléments égyptiens comme les pyramides et les obélisques. Ici, vous avez une pyramide qui est celle de Cestius, qui s'est fait enterrer dans sa pyramide, à l'image des Égyptiens anciens. On est en 12 avant Jésus-Christ là. Alors, petite remarque, on est déjà aussi sur une réinterprétation du monde égyptien. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus effilée que les pyramides égyptiennes qui sont déjà plus affaissées. Autre chose extrêmement importante qui se développe durant l'Antiquité et qui forge la représentation de l'Égypte antique par les modernes, c'est l'émergence du Thoth Hermès Trismégiste. Alors, quelle est cette bête-là? Il s'agit d'une réinterprétation du dieu Thoth. Thoth est un dieu lunaire à tête d'ibis. Vous en avez une illustration ici. Si vous voulez la voir, elle est au musée du Vatican. Coincée un peu. Donc, il ne faut pas la rater, parce qu'elles peuvent très rapidement passer devant. Donc Thoth est un dieu extrêmement important dans le monde égyptien parce que c'est celui qui sait écrire, c'est-à-dire celui qui manipule les signes égyptiens, les hiéroglyphes. C'est aussi le maître du calendrier, c'est le patron des scribes donc, c'est le greffier des dieux, notamment dans le combat qui va opposer Horus et Seth, c'est celui qui va tout noter. Horus il a dit ça à Seth, Seth il a dit ça à Horus et c'était pas bien, pour caricaturer un petit peu.
Il est là donc la mémoire des dieux. Il est aussi le savoir. Parce que les dieux, eux, par contre, les autres dieux n'ont pas vraiment de mémoire. Quand on veut savoir ce qui s'est passé à telle date ou telle date, on demande toujours à Thoth. Donc son rôle est autant d'accumuler le savoir que de le diffuser. Par exemple, c'est lui qui va remplacer l'œil d'Horus. Bon, pour faire très rapidement, Horus se fait arracher son œil. Thoth vient le voir, il dit « c'est pas grave, j'en ai un pour toi ». Et cet œil d'Horus, cet œil qu'on va appeler l'œil d'Horus, il contient les savoirs du monde. Mais c'est Thoth qui le lui donne. Donc Thoth, dieu au grand pouvoir. Aux époques ptolémaïques, puis après aux époques plus tardives, il va être assimilé à ce qu'on appelle l'Hermès Trismégiste, c'est-à-dire le 3 fois grand. C'est un sage, maître des paroles divines, c'est-à-dire le connaisseur des secrets du monde. Et évidemment, on va avoir des textes de ce Thoth Hermès Trismégiste qu'on va appeler le Corpus Hermeticum. Alors, je passe un petit peu pour que vous ayez le temps de poser des questions au besoin. Toutefois, l'Égypte, ce n'est pas que des points positifs. C'est aussi des aspects extrêmement négatifs. Si on reprend la mosaïque de Palestrina, je vous parlais tout à l'heure de mon crocodile. Je vous le remontre au cas où vous l'auriez oublié. Il est là, il n'a pas bougé. Le crocodile est un emblème de monstre. Et oui, le crocodile ne vit pas à Rome. Donc quand les Romains arrivent en Égypte, qu'est-ce qu'ils voient? Des crocodiles. Pour eux, c'est une aberration de la nature. Autre chose, les Égyptiens sont condamnés, et c'est plus grave encore, dans la littérature grecque et romaine, pour avoir des mœurs dissolues. Par exemple, Athénée de Nocratis, au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, va dénoncer la débauche égyptienne. Et en fait, il va dire que... alors il décrit une scène de banquet, il y a plusieurs invités, et les invités qui se prélassent et qui boivent, jusqu'à plus soif, finissent par dire « nous nous comportons comme des sphinx ». Le sphinx en Égypte ancienne, ce n'est pas du tout ce qu'entendaient les hommes du banquet des sophistes. Ce qu'ils désignaient, eux, c'était toute personne se livrant à une vie dissolue. Vous voyez déjà la réinterprétation totale qu'on a du sphinx égyptien. On a aussi, dans les suppliantes du tragique Échille, pareil. Les Égyptiens, fils d'Aegyptus, donc descendants d'Io, sont dépeints comme des êtres abjects, des gens qui ont des mœurs d'incivils et aucune loi. Autrement dit, ce sont l'inverse des Grecs et des Romains. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Hein. C'est une rhétorique qui sert à montrer que nous sommes les civilisés, les autres sont les sauvages. Un orientalisme avant l'heure. Par ailleurs, donc je vous parlais tout à l'heure de mon crocodile et des animaux, l'hippopotame va subir exactement la même critique. On va le dire monstrueux. Et je tiens à signaler aussi que ce crocodile et cet hippopotame vont être interprétés dans la culture des Romains, et notamment par Octave Auguste. À Nîmes, par exemple, on va avoir des monnaies frappées avec un crocodile. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a vaincu l'Orient. Donc Auguste utilise déjà certains symboles qui utilisent les aspects négatifs de l'Égypte pour dire « moi j'ai vaincu les sauvages, j'apporte la civilisation ». Donc ça c'était pour le petit panel antique. On avance dans le temps, on va faire un grand bond, on va arriver à peu près à la Renaissance. Je passe l'époque médiévale. Il y a des choses aussi, mais c'est un peu différent. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, à l'époque moderne, on va redécouvrir de nouveau l'Égypte. Et de quelle manière? Eh bien, d'une part, on va redécouvrir les textes. Donc, on va redécouvrir Hérodote, on va redécouvrir Diodore, on va redécouvrir Plutarque, on va redécouvrir le Corpus Hermeticum. Bref, on va redécouvrir tous ces textes qui nous donnent une réception de l'Égypte ancienne, où on va exactement retrouver l'aspect positif et l'aspect négatif de l'Égypte. Et évidemment, ça va être réutilisé. Dans quoi? Alors, le Corpus Hermeticum va être réutilisé pour montrer l'accès au divin. Parce que qu'est-ce que c'est que ce texte? Ça explique comment on peut se révéler dans la découverte du monde. Le principe est d'avoir un système d'initiation qui permet à un moment donné d'accéder à tous les signes qui composent la nature. Entendez la nature comme un ensemble de signes hiéroglyphiques
Chaque signe détient une part du savoir. Et quand vous êtes au plus haut niveau d'initiation, vous êtes le maître des signes, vous êtes le maître du monde. Et vous êtes divin, vous êtes Dieu, puisque vous avez la capacité du coup de créer. Les hommes de la Renaissance vont réinterpréter ce texte d'un point de vue chrétien. Et là, on sort vraiment de l'Antiquité, on a une réinterprétation chrétienne. Eh bien, ça va être pareil pour les obélisques et les pyramides. Obélisques ou pyramides, au XVe, XVIe et XVIIe siècle, c'est la même chose. Ils ne font pas la différence. Pour eux, c'est autant un obélisque qu'une pyramide. Donc c'est pareil, on va réinterpréter l'obélisque en des termes chrétiens. Et on va montrer la domination chrétienne sur les païens. Alors vous avez par exemple ici une petite croix qui symbolise bien que finalement c'est l'ère chrétienne qui a dominé. Cet obélisque est d'autant plus intéressant qu'il montre aussi le haut savoir des Égyptiens anciens. Il a été fait par le Bernin et il s'agit en fait d'un éléphant qui porte l'obélisque. L'éléphant, emblème du savoir. Ça veut dire, en gros, si on lit l'obélisque, la chrétienté est détentrice du savoir du monde, connu des Égyptiens anciens, mais pour une fois bien interprétée, puisque l'interprétation chrétienne et non païenne. Donc on en est là quand Louis XIV décide d'utiliser les éléments égyptiens. Donc une rhétorique, si je reprends ce que j'ai dit, qui s'appuie sur une ambivalence de l'Égypte ancienne, qui est à la fois source du savoir, du plus grand savoir, et en même temps qui est rejetée parce qu'elle montre que l'Orient est dépravé. Il est aussi dépravé du fait qu'on ait dépeint Cléopâtre comme une sauvage, puisque évidemment avec Marc-Antoine, c'était banquet sur banquet et ça l'a mené à sa perte. Avec cette relecture-là, Louis XIV, lui, va être beaucoup plus fin et quelque part, il va se dire, bon, il y a deux possibilités. L'aspect de l'Égypte comme dépravé et l'aspect de l'Égypte source de savoir. Eh bien, je vais utiliser les deux pour montrer que d'une part, je suis un roi capable de manipuler les savoirs du monde, mais je suis aussi un roi capable de conquérir l'Orient et de maîtriser le monde. Pour cela, il va utiliser deux choses. D'une part, il va s'appuyer sur un traité qu'on appelle l'iconologie de Cesare Ripa. Alors, Cesare Ripa est un Italien. Il publie un premier traité en 1606 et un second bien plus tard en 1630. Entre-temps, il y a d'autres éditions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. À partir des années 1630, donc, d'autres traités paraissent. Et en 1643, Baudouin, un Français, le traduit. L'avantage de la traduction de Baudouin, c'est qu'elle va associer texte et image. Parce que ce traité fonctionne d'une façon très particulière. Il est un traité d'emblème. Donc on peut représenter la vigilance, la tempérance, le bon gouvernement, la justice. Vous voyez en quoi ça peut intéresser Louis XIV, tout ça. Avec des images. Et ces images sont, selon Cesare Ripa, issues du monde égyptien. Puisqu'il va s'appuyer sur un texte d'Horapollon qui décrit les hiéroglyphes. Là, vous remontez tout le fil et on arrive à l'Hermès Trismégiste. Parce que lorsque Cesare Ripa publie, il écrit « J'ai pris mes images des prêtres égyptiens qui connaissent le haut savoir du monde, celui, en gros, de Thoth, c'est-à-dire de l'Hermès Trismégiste, c'est-à-dire ceux que nous ont laissé le Corpus Hermeticum. » Alors évidemment, vous allez me dire, c'est absolument pas flagrant ici. Et pourtant, je vous assure qu'il y a une conception égyptienne derrière tout cela. Pourquoi ? Nous avons ici donc Apollon sur son char, on n'y revient pas, et les 4 saisons disposées ici. La représentation des 4 saisons est issue du traité de Cesare Ripa, donc s'appuie sur une relecture des hiéroglyphes. Il faut avoir à l'esprit qu'à cette époque-là, personne ne sait lire les hiéroglyphes. On n'a que la relecture d'Horapollon, et à peine. On a quelques textes antiques. On a Amiens Marcellin qui nous dit quelques petites choses, mais vraiment très, très peu. On a Hérodote qui nous en donne aussi, Diodore quelque peu aussi, Plutarque donne quelques interprétations. Mais tout ça, ça se base sur l'idée qu'un signe égale une vérité cachée, pour faire simple. Et c'est exactement ce qui va être réinterprété ici. L'important, ce n'est pas que ça ressemble à un signe égyptien. L'important, c'est que ça fonctionne comme un signe égyptien. Et à ce moment-là, on a gagné.
Donc ça marche pour ça. Ça peut être un petit peu plus direct. Là, vous avez la Ptolémée Philadelphe dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, avec l'utilisation des éléments de Césarée Ripa, on prétend que le roi est capable de maîtriser les signes du monde. Puisque là, je vous l'ai montré pour les saisons, mais sachez que les saisons sont assimilées aux signes du zodiaque, à des divinités, et ainsi de suite. Par un système de symbolisme qui associe un signe à un autre, et ainsi de suite, on arrive à se dire que tout Versailles fonctionne comme un immense traité à la Césarée Ripa, comme un immense traité qui montre que le roi maîtrise les signes du monde. Parce qu'au final, si on revient en arrière, celui qui est au centre, c'est qui? C'est Apollon. Mais bien c'est le roi. Comme l'a montré Agathe. Ça fait gagner du temps. Ça fait terriblement gagner du temps. Donc si je reviens à mon exemple un peu plus percutant, vous avez au fond ici une pyramide. Bon, c'est normal, vous allez me dire, on est en Égypte. Mais la pyramide, c'est le symbole parfait de l'Égypte ancienne, des secrets du savoir. Donc c'est pas anodin qu'elle soit là. On est certes à Alexandrie qui est de fondation grecque, mais on en revient à l'idée que le savoir sur le monde est égyptien. Alors, je vous parlais du Corpus Hermeticum, je vous parlais du soleil de l'Apollon. Eh bien, en fait, et du Césarée Ripa, tout ceci est quelque part synthétisé déjà dans le Corpus Hermeticum, ce qui permet effectivement à Louis XIV de rassembler tous les éléments et d'en faire un discours cohérent. Parce que c'est un peu le problème, à force d'utiliser des éléments qui viennent de partout, c'est la cohérence. Alors là, ça marche. Alors c'est ainsi en effet que le démiurge, je veux dire le soleil, lie ciel et terre. Je rappelle ce que nous a dit tout à l'heure Agathe sur les jardins. Enfin, je rappelle pas, je lance un renvoi. Envoyant en bas la substance et élevant en haut la matière, tirant près de lui jusqu'à lui, faisant sortir de lui, donnant tout à tous, et qu'il répand sur tous libéralement la lumière, car il est celui qui a de bonnes énergies. Gna gna gna. Voilà. Ça pourrait être Charles Perrault qui écrit ça. Hein. C'est issu du Corpus Hermeticum et ça résume la propagande royale. Et ça explique aussi pourquoi le choix du soleil, de l'Apollon, et quelque part cette suprématie du Césarée Ripa absolument partout dans les peintures. Alors, je finis juste sur l'ambivalence. Là, je vous ai expliqué la partie positive, la récupération positive des éléments égyptiens. Pour la partie négative, Louis XIV, quand il se compare à Auguste, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il montre qu'il est capable, comme Auguste, de conquérir l'Orient. Je rappelle juste qu'Auguste a énormément dénigré les cultes isiaques. Il n'aurait pas dû, mais bon. Il a dénigré les cultes isiaques, il n'aimait pas forcément l'Égypte, et surtout, l'Égypte lui servait à montrer qu'il avait vaincu Marc-Antoine, principal rival. Donc, qu'il a transformé en victoire de la civilisation sur la sauvagerie. Pour information, Louis XIV a failli conquérir l'Égypte. Il ne l'a pas fait, finalement, mais il a manqué de le faire. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de des gens de l'époque, donc du XVIIe, l'Égypte incarne le berceau des savoirs, mais aussi le lieu où doit s'exercer la civilisation. Si on arrive à vaincre l'Égypte, on est, quelque part, le roi du monde. Alors, il n'a pas pu y aller, mais dans sa rhétorique à Versailles, il l'a fait. Il a conquis l'Égypte, parce qu'il a conquis le savoir, parce que, comme l'a montré Agathe, dans ses décors, il s'est montré bien au-delà de ce qu'a pu produire Auguste. Il maîtrise les signes du monde. Auguste n'est pas allé jusqu'au bout de la logique solaire dans l'exploitation des éléments égyptiens. Louis XIV est allé au bout. Et en cela, quelque part, il dépasse Auguste aussi. Donc il a récupéré tous les éléments de l'Égypte ancienne pour sa propagande royale. Et ça marche jusqu'à Toulouse. Dernier point un petit peu plus léger. Qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume? Parce qu'on parle de la propagande versaillaise, c'est bien gentil, mais Versailles, tout le monde n'y va pas. Et surtout pas les capitouls. Et oui, qui sont un petit peu en bisbise avec le roi. Eh bien, les capitouls à Toulouse, ils ont récupéré tous les éléments égyptiens de la rhétorique. Absolument tous. Et j'en donne pour preuve, déjà, la comparaison avec l'Empire d'Auguste.
Alors là, on est sur les sonnets des lanternistes. Les lanternistes, très, très rapidement, c'est une académie savante qui émerge vers le milieu du XVIIe, qui évolue, qui porte plusieurs noms d'ailleurs, et qui a pour but, entre autres, de glorifier le roi. Et on voit que cette propagande est extrêmement efficace, puisque jusqu'à Toulouse, qui pourtant n'était pas forcément en bonne entente toujours avec Louis XIV, ça marche. On a la comparaison du roi avec Auguste. On a aussi le rapport avec le Nil, où on prétend que Louis XIV est allé trouver les sources du Nil, là où les Romains avaient échoué, lamentablement. Et bien Louis XIV, lui, il peut le faire. Donc jusqu'au bout, il dépasse les antiques. Et enfin, concernant les monuments, donc les obélisques, on observe que dans la région aussi, on érige des obélisques pour Louis XIV. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on reconnaît au roi un symbole d'éternité, un symbole du savoir et un symbole de solidité. Donc je vous ai mis le poème de Roubain, qui est paru en 1716. L'obélisque a été érigé juste avant la mort du roi. Déjà. Alors, c'était prémonitoire. Est-ce que les Toulousains ont souhaité la mort de leur roi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on reconnaît dans ce poème tous les éléments de la propagande, réinterprétés par les locaux, par les provinciaux. Et ça montre surtout à quel point les notables et les érudits partageaient une même culture autour des sources égyptiennes, et à quel point la propagande de Louis XIV était efficace. Et je m'arrêterai là parce que je crois qu'il est tard. Non, mais je vais laisser la place aux questions, c'est plus sympa quand même. Et je vous remercie. Bien, merci pour ces deux très instructives interventions, même si on ne perd pas de vue que notre cher Louis XIV y reste aussi dieudonné. Même si on a beaucoup parlé de polythéisme, etc., ce n'est qu'une pointe dans un iceberg de propagande très générale. Mais on voit à quel point on a des réinterprétations riches et diverses. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question pour l'une ou l'autre, ou sur les deux, de ces interventions ? Du coup, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. Concrètement, cette propagande de Louis XIV qui reprend soit les signes de l'Apollon solaire ou la culture de l'Égypte antique, elle est adressée à qui ? Parce que dans le cadre, vous faisiez toutes les deux la comparaison avec ce qu'a fait Auguste. Donc le début de l'Empire romain, il y a eu la culture hellène a beaucoup d'influence. Apollon est toujours d'actualité. Il vient de vaincre Marc-Antoine allié à Cléopâtre. L'Égypte est ptolémaïque, mais elle existe toujours. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est on arrive au XVIe siècle. Les masses, elles y connaissent clairement rien. Les masses, à ce moment-là, ne maîtrisent clairement rien là-dessus. Et je ne pense pas non plus que toute la noblesse et les bourgeois soient tous très au point là-dessus. Donc voilà, je me demande à qui elle est adressée vraiment. Écoute, ta question est tout à fait intéressante parce que je suis allée au cabinet des médailles dans le cadre de mon mémoire parce que je pensais tomber sur des choses intéressantes dans la numismatique et bien entendu dans le rapport à Apollon. Et en fait, dans la numismatique, c'est vraiment des choses très basiques au niveau du rapport à l'Antiquité. C'est surtout la manière qu'a Louis XIV de faire frapper ses monnaies comme des empereurs antiques. Là, pour la masse de la population, le rapport à l'Antiquité est là. Et je pense que Livia me rejoindra, mais pour tout ce qui est ce qu'on a vu, le rapport à l'Égypte, ou moi, le rapport à la propagande augustienne, forcément, c'est pour les élites et les grandes couches aristocratiques de la population, la grande noblesse. Mais il faut savoir aussi que l'Antiquité, elle ne se perd pas dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on a les moines copistes qui, eux, travaillent d'arrache-pied tous les jours à recopier tout ce qui est Plutarque, tout ce qui est Ovide, etc. etc. Et justement, je n'ai pas pu en parler dans mon intervention, mais ça m'a frappée parce que cette notion de phoibos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pur, le brillant, l'irradiant,
au final, elle se construit aussi à l'époque médiévale, bien qu'empreinte d'hellénisme pur, hein, parce que les moines copistes décident à un moment T de choisir cette définition d'irradiant, de brillant et de solaire. Donc ils avaient connaissance d'Auguste aussi, mais avec toutes les définitions que le phoibos grec a, ils décident justement dans les textes de prendre cette notion de brillant. Et d'ailleurs, avant Louis XIV, avant Henri IV, Louis XIII, Gaston Phébus de Foix fera justement de ce phoibos, de ce Phébus, une grande figure de son règne, son miroir. Et donc là, on touche aussi au fait que c'est vraiment une couche élitiste qui a accès, justement, parce qu'il me semble qu'au XVIIe siècle, on a aussi accès aux textes, les hiéroglyphiques, etc. L'alchimie rentre là-dedans avec les symboles hiéroglyphiques. C'est complexe, donc c'est vraiment les grosses couches de la population. Et pour répondre à ta question, les masses, vraiment, c'est la monnaie frappée comme les empereurs antiques. Et les fêtes publiques aussi. On reprend les fêtes païennes. Ouais, on reprend des fêtes païennes qu'on remet au goût du jour, carnaval, etc. Voilà. Et juste pour ce qui est de l'obélisque d'Arles, magnifique article de Pascal Julien dans Les Temps de la Renaissance, qui est professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université du Mirail. Alors, une autre question, oui ? Oui, une question très profane. Non, simplement, vous n'avez pas parlé des pharaons. Est-ce qu'il y avait un rapport avec le pharaon qui était pas du tout ? Pharaon est extrêmement décrié. Pharaon passe pour un tyran. Or là, je pense que ça aurait été trop dangereux pour Louis XIV de se comparer à Pharaon. Et mieux valait être d'ordre divin. C'est beaucoup plus puissant. Pour le coup, il pouvait récupérer et détourner le Totem Est Trismégiste dans une interprétation chrétienne. Il ne pouvait pas le faire avec Pharaon. On a par exemple la description du roi Bousiris, qui est un des premiers rois, qui est décrit comme un monstre qui mangeait ses enfants, qui découpait les gens en rondelles, il faisait des horreurs. Ça serait peut-être pas très bien passé. Le Vatican réexploitait les obélisques. Il s'est un peu battu avec le Vatican aussi pour ça, parce qu'à un moment donné, on réexploite exactement les mêmes symboles. L'obélisque, par exemple, celui qui est place Navone, c'est pour glorifier un pape, comme beaucoup d'ailleurs de ceux qui sont à Rome. D'où l'intérêt d'avoir aussi son obélisque, parce qu'on est aussi fort que l'Église. Oui, comme disait Livia, il y a deux versants égyptiens, un qui est récupérable d'un point de vue peut-être de la chrétienté, et un qui l'est moins, toujours d'un point de vue chrétien et d'après les textes anciens, je pense. Alors, une question. Qui a donné à Louis XIV le goût de l'Antiquité romaine et égyptienne, entre les moines du Moyen-Âge et Louis XIV, qu'est-ce qui a fait la transmission ? Je te passerai la parole après si tu veux y répondre, mais il ne faut pas oublier que les princes royaux qui vont être amenés à devenir rois, ils ont une éducation jésuite. Donc c'est les jésuites qui leur donnent des cours, et l'Antiquité, le grec et le latin, ils doivent le connaître par cœur et sur le bout des doigts. Donc ils apprennent réellement des textes des auteurs antiques, etc. Et dans les couches élevées de la population, on est obligé de connaître ces antiques. Ça va justement dans ce côté élitiste que veulent avoir la royauté, l'aristocratie et la noblesse de cette époque-là. Donc éducation jésuite, donc éducation liée à l'Antiquité, et voilà. Allez, je vais te poser une dernière question alors pour vous embêter. On a vu deux antiquités qui ne sont pas forcément sur le même plan. On a un petit peu l'impression que l'Égypte, elle est un peu dans le laboratoire du génie, elle est cachée, un cher d'architecture, mais elle n'est pas vraiment assumée. Contrairement à Phoibos, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vraiment le cas pour tout, pour l'iconographie, etc. Ou c'est un sentiment qui est peut-être mauvais de ma part ? À la fois oui et non, parce que le traité de Césarée-Agrippa, c'est marqué dans l'introduction, il te dit clairement que c'est tiré des prêtres égyptiens. Donc là, la référence à l'Égypte, elle est directe. Et elle est assumée. Et elle est même voulue. Prêtre égyptien hellénisé, bien sûr, par le Totem Est Trismégiste. Mais c'est tout le problème de l'Égypte, c'est qu'on est constamment sur de l'ambivalence. On ne peut pas utiliser que des symboles égyptiens.
On peut les utiliser, mais il faut toujours les inclure dans une rhétorique de domination. Bien, je pense qu'on peut applaudir une nouvelle fois nos deux intervenants pour leurs interventions. Merci beaucoup. Le prochain café portera sur les voyages du musicien, musique et musiciens et leur parcours. Et il sera prévu 2 interventions de Jérémy Bonner, agrégé en histoire, et une intervention de moi-même, Arnaud, doctorant à l'Université Toulouse 2. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous.